Belle feinte contre Ward. Semaine, feinte, tir, ennemi! Ok, Veilleux, belle montée, coupe par le plaisir, Veilleux! Ainsi ça, encore une fois, il va de la même feinte et cette fois-ci réussi à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, ennemi! C'est quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On a aujourd'hui comme invité Michael Ward, le défenseur de 3L de Rivière-du-Loup. Donc, on pourra peut-être commencer par dire des petites salutations en ce 16 janvier, deuxième podcast de l'année 2024. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous les boys et merci encore à vous. Yes, on laisse peut-être on laisse le temps au monde d'arriver. Oui. Donc, on pourrait peut-être commencer avec peut-être des petites nouvelles, Dave, pendant que je vais partager le podcast. Oui, donc au niveau des nouvelles, eh bien, comme d'habitude, les 3 étoiles de la semaine là, qui sont sorties un peu plus tôt. Donc, les gardiens d'honneur, 2 gardiens sur 3. Donc, la 3e étoile, là, Raphaël Girard du Cool FM. Donc, a eu un départ, là, celui à Sorel-Tracy vendredi dernier, a remporté la victoire, seulement laissé un but. Dans tout le match, là, il a été parfait en tir de barrage pour permettre au Cool de gagner. Maxime Lecourt qui a marqué 2 buts et une passe là, dans la performance de son équipe, là, la victoire de vendredi dernier contre les 3L, donc dont le but gagnant. Et la première étoile, Philippe Desrosiers des Éperviers, qui continue là, d'être vraiment excellent cette saison. Donc, a obtenu les 2 départs la semaine dernière. Chacun des matchs a laissé seulement un but, donc pour gagner à Laval jeudi. Malheureusement, là, son attaque n'a pas pu lui donner plus de support vendredi, là, ce qui a fait que, malgré le fait qu'il a seulement laissé un but dans la rencontre, il s'est incliné en tir de barrage, malheureusement, de ce côté-là, mais quand même, là, seulement laissé 2 buts en 2 matchs du côté de Philippe Desrosiers, se mérite la 57 tirs, si je ne m'abuse. Exact, donc 57 tirs au total, ce qui fait là, un taux d'efficacité au-dessus de 960, là, ce qui est pas pire. Donc, voilà pour les 3 étoiles. Sinon, une petite nouvelle aujourd'hui, l'Assurantia là, qui ont signé un défenseur Jason Horvat. Pour ceux là, qui ont une bonne mémoire, Jason Horvat, là, qui avait joué 2 matchs l'année dernière à Thetford Mines. J'avais eu la chance de le voir jouer puisqu'il en avait joué un là, à Sorel-Tracy dans les 2 matchs. Défenseur là, quand même très rapide, assez jeune aussi, donc très rapide et bonne relance là, à la défensive. Donc c'est sûr là, que c'est le genre de défenseur là, qui, dans le fond, dont toutes les équipes ont besoin, là, un défenseur avec un caractère là, un petit peu offensif, qui est quand même un bon gabarit également là, à la ligne bleue. Donc, a décidé là, de revenir. Là, je pense qu'il évolue en Europe cette saison. A décidé de revenir au Québec là, et de jouer pour l'Assurantia. Donc, à l'aube là, de la limite des transactions et de la période de signature là, des joueurs là, qu'on a sur notre liste. On va peut-être faire un rappel de ce côté-là, David. 23 janvier pour les transactions. Oui, exact. Donc, 23 janvier, donc dans une semaine. Alors, 23 janvier à 23h59, ça va être la date limite des transactions. Donc, pour ceux là, qui prévoient déjà leur mardi prochain, là, ça va être un podcast le fun. Là, ça va être le podcast là, pour la date limite des transactions. Donc, on risque là, d'avoir beaucoup de stock à jaser par rapport à ça. Donc, 23 janvier pour la limite des transactions. Le 30 janvier également pour la période des signatures des joueurs de liste. Yes, donc 30 janvier, donc une semaine plus tard. Puis pour ceux là, qui veulent garder un petit peu d'espoir, tout n'est pas perdu. Il y a aussi, là, avant le dernier week-end de la saison, les joueurs qui finissent là, le calendrier universitaire peuvent également signer là, avec l'équipe, là, évidemment, s'ils sont déjà sur la liste de protection. Donc,
Donc, voilà. Christopher dans le chat qui dit « Pensez-vous que les équipes vont bouger beaucoup? » C'est toujours dur à dire dans une ligue à 6 équipes. C'est sûr que c'est plus le fun pour nous, les fans, quand il y a quand même du mouvement, là, mais c'est quand même plus réservé dans les dernières saisons. Mais il y a tout le temps au moins 2-3 bons échanges qui sortent là, la journée là, de la date limite des transactions. Donc, je ne sais pas à quel point là, ça va bouger, mais on risque quand même d'avoir un petit peu de fun puis de quoi se mettre sous la dent. Je suis pas mal certain. C'est peut-être un peu différent de d'autres ligues aussi, avec la parité qu'on connaît là, depuis quelques années dans la ligue. Oui, justement, Christopher qui dit qu'un classement serré, c'est risqué. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas d'équipe, là. Tout n'est pas perdu, même pour la dernière position. Oui, puis tu sais, même pour une équipe comme Laval, pas que c'est une corrélation directe, là, mais il y avait un gros échange à la date limite des transactions. On avait quand même perdu Dominique Talbot-Tassi. Ça avait quand même moins bien été par la suite. Là. Donc, pour une équipe qui va bien, peut-être qu'on va être un petit peu plus réticent à bouger, mais peut-être des échanges ou des acquisitions là, de profondeur pour d'un coup qu'il y a des blessés. Oui, ça aussi, c'est toujours très important en série. Donc, ça met un peu la table pour la semaine prochaine. Finir les nouvelles vite. Alexandre Picard, à Jonquière, a obtenu son 100e point dans la Ligue nord-américaine. Donc, un beau plateau là, à atteindre pour le capitaine des Marquis. Lui qui est dans le fond, qui joue dans la Ligue nord-américaine là, depuis 2018-2019. Je pense qu'il avait joué ses premiers matchs avec le Jonquière. Donc, un beau retour. Là, il avait été blessé pendant à peu près un mois et demi du côté de Jonquière. Donc, il est revenu depuis le week-end précédent. Puis, son ami qui a réussi à amener avec lui, avec les Marquis, là, Pierre-Cédric Labrie, qui a marqué son premier but la semaine dernière. Donc, premier de plusieurs, là, on l'espère pour les fans des Marquis. Puis, qui auront la chance de le voir vendredi soir à Jonquière pour le premier match là, qui va être habillé là, à la maison. Et la chance aussi sera pour moi. Là, je risque d'être sur place là, puisque c'est contre les Éperviers. Donc, le match de vendredi soir. Là. Calendrier spécial cette semaine, il y a seulement 3 matchs. Toutes les équipes sont en action vendredi. Puis après ça, c'est congé pour le reste de la fin de semaine. Donc, seulement 4 matchs également la semaine dernière. Exact. Donc, je pense que c'est un petit peu... je ne sais pas si on a un petit redout là, pour laisser un petit peu les joueurs peut-être faire leur voyage de l'hiver et tout. Parce qu'après ça, là, ça va repartir là, quand on va arriver dans les séries. De toute façon, toutes les équipes, plus on se rapproche des séries, plus qu'on veut jouer les 2 matchs par fin de semaine, parce qu'on veut pas... on veut avoir le meilleur cardio possible. Les 1 match rendus au mois de février, c'est plus winner. Donc, voilà. Il y a eu la cérémonie aussi pour le 1000e point jeudi dernier là, de Kevin Cloutier. Donc, la photo, il a reçu une plaque, un bâton en or. Donc, quand même, un beau geste de l'organisation. Là. Tout le monde était là. Gilles Rousseau, commissaire de la Ligue. L'ancien commissaire Gilles Rousseau, le nouveau commissaire Jesse Girard. Carole Paiement aussi, là, qui est aussi très importante là, au niveau de la Ligue. Donc, tout le monde était là pour célébrer ce beau plateau-là. Puis aussi, pour un match jeudi soir, là, on a quand même amené là, au-dessus de 1200 personnes à l'Arena Saint-Georges. Donc, je lève mon chapeau aussi aux fans du Cool FM là, qui ont répondu présent. Sinon, au niveau là, de... Il y avait un autre plateau également qu'on n'a pas souligné, c'est celui de Gabriel Lemieux. Ouais, donc 200 points, c'est ça, ouais, ça avait, parce que ouais, il y a un point qui avait été rajouté comme une semaine plus tard après une révision là, du sommaire du match, donc ça lui faisait son 200e point. Donc, félicitations, là, lui qui a joué son 300e match également là, dans la Ligue cette année. Donc, Gabriel Lemieux qui continue d'être Monsieur Thetford Mines, un peu si on veut, là, depuis plus d'une dizaine d'années là-bas, là, toujours aussi bon avec l'Assurancia. Également, une autre nouvelle, il y a quand même plusieurs nouvelles cette semaine, la Ligue qui a annoncé que maintenant, là, chaque mardi, il allait avoir là, un article là, pour expliquer là, les décisions du comité de discipline. Je pense que plusieurs personnes, ça faisait longtemps qui attendaient ça. On en avait même parlé là, plus tôt cette saison que nous aussi, on pensait que c'était quelque chose là, dans le fond, d'important là, pour tenir les fans au courant, puis aussi, surtout, donner des explications. Tu sais, en tant que fan, on ne sera peut-être pas toujours d'accord avec les
les termes des suspensions, mais au moins d'avoir les explications puis d'avoir le raisonnement. Quand on n'est pas d'accord avec une décision, c'est quand même plus facile, disons, à digérer que si on est un peu dans le néant puis on trouve que quelqu'un a trop de matchs ou n'a pas assez de matchs pour un geste commis. Puis, parlant de ça, ben, le comité de discipline a émis son premier communiqué aujourd'hui. Donc, Garrett Clark, là, qui avait une pénalité d'agresseur dans le match de jeudi, des pétroliers contre les éperviers, là, donc avait eu le deux matchs automatiques d'agresseur. On a rajouté un 3 matchs par la suite là, pour, dans le fond, la nature du geste là, qui a été commis. Donc, voilà, je pense que c'est le 16 février qu'il va pouvoir réintégrer l'alignement des pétroliers. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez aller sur le site de la Ligue, là, l'article est là. Oui, exact. Donc, voilà. Et puis, dans la petite chose que je voulais mentionner, je voulais, dans le fond, saluer un ancien joueur de la Ligue un ancien joueur parce qu'il ne joue plus, mais de la Ligue nord-américaine là, et des circuits là, Senior 3 et tout. Tommy Groslot qui, présentement, là, éprouve, dans le fond, des problèmes de santé. Je l'ai joué là, un match avec c'était Saint-Georges, là, mais je ne me rappelle plus. Je pense que c'était dans le temps du Garaga. Je joué un match, là, donc il y a eu un reportage sur lui. Donc, plutôt aujourd'hui, c'est un grand fan des Nordiques et de l'Avalanche. Donc, peut aller au match du Canadien contre l'Avalanche, rencontrer Cale Makar, tout ça. Mais je voulais juste saluer là, lui qui, dans le fond, est atteint d'un cancer. Donc, on n'a pas encore réussi à diagnostiquer. Donc, c'est un cancer plutôt rare. Donc, je voulais le mentionner, là, puis dire que la grande famille là, de la Ligue nord-américaine est avec lui si jamais il nous écoute ou ça, dans le fond, de près ou de loin, là, si ça se rend à ses oreilles. Donc, bon courage pour la suite. Exact. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour faisait le tour des nouvelles la semaine. Yes. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité, Michael Ward? Yes. Donc, défenseur des 3L, Michael Ward. Salut, Michael, ça va bien? Salut les boys, ça va? Oui, ça va bien. Merci là, d'avoir accepté l'invitation. Donc, Michael Ward, défenseur des 3L. Je pense que, à moins que je me trompe, entre toi ou peut-être Samuel Lévesque, t'es rendu le joueur qui a le plus d'ancienneté, je pense, dans le vestiaire des 3L. Je pense que oui. Je pense que ça ne me rajeunit pas non plus, mais... ça fait quoi d'être un peu Ben, je dirais pas le doyen, t'es pas si vieux que ça, mais ça fait quoi d'être un peu comme la grosse présence là, vétéran là, qui a vu la pluie puis le beau temps, disons, à Rivière-du-Loup toutes les années. Ça fait quoi d'avoir ce rôle-là dans le vestiaire? Je te dirais que tu as utilisé le bon terme, la pluie puis le beau temps, parce que c'est sûr qu'on a eu des moments assez difficiles, je te dirais. Là. Je les ai vécus de près et de loin, là, parce que, mettons que il y a des années où est-ce que j'étais plus ou moins impliqué. Maintenant, c'est un peu la même chose, là, où est-ce que je suis in and out du line-up en raison de mon travail. Mais non, c'est ça, j'ai quand même connu les belles années. Puis l'année qu'on a gagné la Coupe, entre autres, là, ça me fait toujours plaisir d'en parler avec les boys. Puis justement, oui, il y a Sam qui est là, mais il y a des gars qui viennent de la place aussi. Je pense à, mettons, Tristan Pelletier, Tristan Pomerleau aussi, qui sont des gars de la région. Ben, eux, ils l'ont vécu quand ils jouaient, mettons, Midget 3. Ça ne rajeunit pas non plus, là, mais... Là, toi, tu as adopté la région. Tu es maintenant résident à Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça, exact. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, dans le fond. Je suis pagan de Nouveau-Brunswick, pas loin de Bathurst, pour ceux qui connaissent peut-être. Ça fait à peu près 8-9 ans là, que je suis ici maintenant. C'est ça, je suis tombé un petit peu en amour avec la région, puis je me suis fait une vie ici, puis mon travail est ici maintenant, ma famille, etc. Fait que, ouais, je suis vraiment choyé de pouvoir jouer aussi au hockey à ce niveau-là, parce que j'ai quand même, j'ai fait des up and down dans le temps. Là. L'année après la Coupe, j'étais allé jouer Senior 3. J'ai joué un peu de Senior 3 au Nouveau-Brunswick aussi. Là, fait que c'est ça, je me suis installé ici, puis je suis content de pouvoir continuer à porter le gilet. On va parler de ça un petit peu, de ta carrière, là, commencer par le commencement. On a parlé un peu là,
Rivière-du-Loup, tu as adopté la région. On va en parler plus tard. Mais peut-être pour commencer, là, ton parcours junior, tu as joué quand même aux États-Unis avec les Maniacs de Lewiston. Là, on te demande peut-être de creuser dans tes souvenirs. J'ai vu dans un reportage là, que à cause de la distance, là, ta mère avait le cœur brisé. Ma mère, ça m'étonnerait même pas de l'avoir ça dans les commentaires. Là. Je sais pas si on a accès à ça à un moment donné, là, mais Ouais. ma mère est tout le temps là. Mais c'est ça, de voir son petit poulain là, de 17 ans quitté pour les États-Unis, ça n'a pas été facile. Ben, surtout que mon budget 3 avant, nous autres, c'est quand même à 1h30 de route. Là, fait que j'habitais en pension l'année d'avant. Puis après ça, je me faisais repêcher par Lewiston. Puis, mois d'août, c'est qu'en entraînement. Fait que, du mois d'août à aller jusqu'à. On est allé à la Coupe Memorial cette année-là. Là, fait que ça a été une longue saison avant de vraiment retourner à la maison. Là. Puis, vous savez, c'est quoi aussi, là, à cet âge-là? T'aimes bien ça. T'aimes ça le grind, t'aimes ça jouer au hockey, t'aimes ça être dans le game. À un moment donné, la famille te manque, les amis te manquent, ton patelin te manque finalement. Là. Mais ça a été. Non, c'est ça. J'ai commencé à Lewiston. On avait une super de bonne gang, super belle équipe. Puis, je suis rentré là, puis je m'attendais à rien. Là. Je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin que ça. Il y avait Danick Pocket, justement, qui s'était fait drafter en première ronde avant moi. Fait que Danick, c'était mon young gun de 16 ans qui se pognait. Qui s'est pogné au moins 20 fois cette année-là, à 16 ans. On voit plus ça aujourd'hui, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Ça a été une année exceptionnelle avec Clément Jaudoin comme coach, entre autres. Ça, c'est probablement un des plus beaux souvenirs dans le hockey. Ouais, ma mère est là. Salut, maman. Puis c'est ça, tu sais, David Perron, Jonathan Bernier, il y a eu Marc-André Clich qui était là cette année-là, Chad Denier, pour ceux qui se connaissent, mettons. Fait que c'est ça, grosse année, puis on a battu Val-d'Or, Chris Letang, Marchand, puis ça, en finale, à Val-d'Or, en 4 matchs, puis après ça, on est allé à la Coupe Memorial qui était à Vancouver. Ça n'a pas été fameux à la Coupe Memorial, ça n'a pas été si pire que ça non plus, là, mais il y avait des bons clubs, c'est avec Milan Lucic qui jouait pour Vancouver. Là. OK, ouais. As-tu des bons souvenirs? Ah, vas-y. J'ai quand même des bons souvenirs à cet âge-là, à pouvoir aller à Vancouver, dans le fond, faire un beau voyage comme ça. Tu as quand même des bons souvenirs de ta visite à Vancouver, malgré les résultats au hockey. Oui, non, honnêtement, puis t'en parles à peu importe qui a déjà connu la Coupe Memorial, peu importe où est-ce que ça se trouve, là, mais de te dire que c'était à Vancouver en plus, c'était quelque chose, là, d'aller en Colombie-Britannique, puis à Vancouver, la ville, l'hôtel où est-ce qu'on habitait, écoute, t'avais des Ferrari, des Porsche à perte de vue en avant de l'hôtel, on se croyait dans le show quasiment. Ils nous attendaient, mais c'était hot, tu rentrais dans la chambre d'hôtel, puis tu avais ta robe de chambre qui t'attendait, il y avait tout plein de petits cadeaux, genre à l'effigie de la Coupe Memorial. Ils nous ont fait visiter toutes les installations. Écoute, on s'est promené en ville, on avait tout plein de banquets sur des bateaux, genre, la grosse affaire au final, là, puis non, sérieux, c'est un gros événement, puis en plus, tu le sais que quand t'es là, puis moi, à 17 ans, mettons comme David Perron, finalement, sauf que David en avait 18, là, sauf que c'était notre année de draft. Fait que tu le sais que ouais, c'est bien beau, là, ça a l'air tout fancy puis tout, mais au final, t'es là aussi, puis tu sais qu'il y a de la visibilité au pied carré, là, fait que t'as des scouts qui veulent te rencontrer puis qui viennent voir les matchs tout. Fait que c'est quand même la pression aussi, malgré le moment. Là. Avec ce que tu parlais, par exemple, là, les bateaux, les autos, tout ça, on dirait que c'est des affaires pour vous distraire, pour pas que vous gagniez à Coupe Memorial. Ouais, non, c'est ça, ouais, quasiment. Mais tu sais, tout le monde sauf peut-être l'équipe de Vancouver haute qui était pas dans ces hôtels-là, mais finalement, eux, ils vivent quand même tous les jours. Là, nous autres, ben, c'est ça. Puis, moi, comme je vous ai dit, là, je viens d'un petit coin, puis avant ça, j'avais sorti de chez nous, mais pas tant que ça. Puis, dire tu pars d'une petite ville comme Lewiston, c'était pas tant gros non plus, Lewiston. Là, puis, oui, on allait jouer à Québec des fois contre les remparts, puis c'est impressionnant tout. Mais après ça, tu arrives à Vancouver, tu es dans un autre monde contre les meilleurs joueurs du pays à ce moment-là. Là,
C'est quand les meilleures équipes, en fait. Il y a des joueurs qui me parlaient de Berlin là, dans le NAH là, qui étaient aux États-Unis puis que c'était compliqué avec les douanes. C'était-tu la même affaire un peu, les Weston, quand vous veniez jouer au Québec ou Ben, en fait, la seule chose qui était vraiment compliquée là-bas, c'était avec les euros. Pour une raison ou une autre, tu rentrais au Canada, no stress, tu passais, let's go. Mais à chaque fois qu'on revenait, on partait dans un voyage, tu reviens genre souvent 2-3 heures, 3-4 heures du matin, mettons, tu arrives aux douanes, tout le monde, on se réveille, OK, on sort, faut qu'on aille présenter nos passeports. Ben, tous nos euros, eux autres, ben, tu rentres aux États-Unis, tu sais comment c'est un peu, les États-Unis, ils sont un petit peu plus tête un petit peu plus rigides là, sur l'entrée. Fait que là, les euros se faisaient checker, puis tout, souvent, on perdait une bonne heure là. Fait qu'à 3 heures du matin, ça te tente vraiment pas d'attendre là, une heure de temps. Là. Fait qu'il y avait tout le temps c'est moi qui n'ai pas rapide. Là. Quand tu as dit les euros, je pensais que tu me parlais d'argent. Là, c'est les Européens de l'équipe. Ouais, on était payés en euros, nous autres, là-bas, finalement. C'est ça. Ouais, c'était non, les Européens, heureusement qu'on avait juste 2 par équipe, là, finalement. C'était trop compliqué pour eux de faire le lien que le boss de l'équipe de hockey puis tout, qui faisait partie de l'équipe de hockey. C'est ça, puis qui passe à chaque, mettons, semaine ou à chaque 2 semaines à peu près. Là, ouais. Écoute, c'est les États-Unis. Ouais. Puis, penses-tu, là, tu dis que justement, tu étais à la Coupe Memorial et que c'était cool parce que c'est une belle visibilité. Penses-tu que c'est quand même une des raisons pourquoi tu as réussi à être repêché dans la Ligue nationale comme ce printemps-là? Penses-tu que si tu n'avais pas eu la chance de te rendre à la Coupe Memorial, peut-être tu n'aurais pas eu cette chance-là non plus? Ouais, non, j'ai pas peur de le dire honnêtement. Je pense que ça a été cette visibilité-là, finalement, qui m'a permis de faire le. Ben, tu sais, au-delà de la Coupe Memorial, je te dirais de gagner la Coupe du Président avec les Maniacs. Ça c'était vraiment ce qui m'a propulsé là. Mais après ça, d'avoir la visibilité de la même Coupe, c'est sûr que ça donne un boost. Mais c'est sûr qu'à 17 ans, quand j'avais juste une coupe de passes dans l'année, mais j'avais un rôle vraiment défensif. Là. Dans ce temps-là, je savais jouer défensivement. Ceux qui me regardent jouer au hockey maintenant disent que j'ai jamais joué défensivement de ma vie. Mais écoute, c'est ça. Ben, quand tu as plus qu'un point par match comme défenseur, tu peux te le permettre. Par la suite, tu es retourné dans les Maritimes au Cap-Breton. Tu as même été capitaine là, ta dernière année. Oui, c'est ça. Ben, exact. Je me suis fait échanger mon année 19 ans. Justement, Paquette était là, il était rendu capitaine à Lewiston. J'étais son assistant rendu là. Marcotte qui se fout de ma gueule. Il m'appelle l'offenseur dans l'équipe. Les boys m'appellent l'offenseur. Je suis un défenseur, je suis un offenseur. Mais non, c'est ça. Je me suis fait échanger à 19 ans. Puis au fait, j'étais chez nous. Puis pour être honnête, on n'avait pas un gros club non plus à Lewiston. Puis le Cap-Breton, eux autres, aspiraient à faire un bout de chemin en série, mettons. Fait que quand j'ai reçu l'appel, je sautais de joie. Là. Les parents m'ont souvenu de justement ce moment-là longtemps. Là. J'avais tellement hâte de pouvoir. J'espérais avoir la chance de pouvoir continuer. Surtout junior, là, tu te dis qu'à ta saison, tu sais que tu vas aller en série, faire peut-être une ronde, ça se termine là. Puis quand tu l'as déjà vécu d'avoir gagné, tu vis pour ça au final. Là. Fait que non, j'ai eu la chance de me faire échanger là. Justement, c'était contre Sam Finn dans le temps, qui était un jeune joueur. Puis on a fait un bout de chemin en série. On a perdu en match 7 en quart de finale contre Québec, à Québec. Puis c'était quand même un beau moment parce que jouer à Québec au l'ancien Colisée avec, 15-16 000 personnes remplies, un match numéro 7 là-bas, c'était impressionnant. Là. Sérieux, c'est vraiment un de mes beaux moments juniors. Là. Je t'avais joué une bonne game, mais c'était pas. Ça n'avait pas été assez. Mais en tout cas, c'est ça. L'année d'après, je suis resté à 20 ans. Joué une coupe de game. J'étais capitaine. On partageait le C. Là, la chambre était un peu divisée francophone, anglophone. Là, fait que on avait mis comme un francophone puis un anglophone capitaine. Puis c'est ça, mais rendu à ma 15-16e game, je me suis fracturé la clavicule une fois. Je suis revenu au jeu trop tôt.
je me suis refracturé la clavicule, fait que mon année 20 ans a tombé aux oubliettes à ce moment-là. Toi, t'étais le francophone ou l'anglophone? Ah ouais, c'est ça. C'est une bonne question, ça. Je te dirais que j'étais le francophone, mais j'étais assez bilingue. Là, fait que... Ouais. Mais ouais, c'était moi le francophone des deux. Là. L'autre, c'était Nick McNeil, c'était un gars du Cap-Breton. Fait que... Petit gars à la place. Ouais. Il coach, justement, je pense qu'il coach là maintenant, si je me trompe pas. Là. Il était entraîneur adjoint au Cap-Breton. Dave a parlé de ton repêchage là, par le Lightning en 7e ronde. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un camp là, de LNH avec cette équipe-là ou un autre? Ouais, ben, dans le fond, avec Tampa Bay, je suis jamais allé à Tampa Bay. Là. C'est drôle parce que tu sais, tu te fais drafter par une équipe, tu t'attends à ce que au moins tu as visité la ville une fois dans ta vie. Là. Non, je suis jamais allé en Floride de ma vie, jamais été à Tampa Bay de ma vie. Fait que, mais eux, c'est la même genre de déroulement que les autres équipes comme Saint-Louis puis Détroit, ils vont à Traverse City au Michigan. Puis ils font faire le camp de recrue, c'est comme un genre de petit tournoi à l'interne. Fait que ça, je l'ai fait 2 ans. Puis ma 3e année avec Tampa Bay. Puis honnêtement, en 2 ans, je pense que... Ben, en fait, en 3 ans, Tampa Bay à Traverse City au tournoi, ils n'ont pas gagné un match. Fait que, mettons, ça, c'était dans les années creuses avant que ça vienne de bord. C'était dans les années de Vache Meg quand ils repêchaient Steven Stamkos. Ben, c'est ça. Ben, justement, mon 3e camp avec Tampa Bay, ça a été à Victoria en Colombie-Britannique parce que c'est l'année qu'ils ont repêché Stamkos first overall. Fait que là, ils ont décidé parce que Len Berry, le père de Tyson Berry, qui est défenseur dans le show, là, et ben, son père était copropriétaire de l'équipe du Lightning. Fait qu'ils ont décidé d'inviter tout le monde genre chez eux puis de faire le camp d'entraînement là pour justement là, faire un show là, pour Stamkos. Fait que j'ai eu la chance d'assister quand même à son premier camp puis de le voir sniper ses one-timers. Sur une jambe. Ouais, c'est ça. Tu as eu la chance de faire une coupe de passe. Ouais, j'ai fait une coupe de passes. Des passes faciles. Ça a été des points faciles, mettons, je te dirais. Mais non, il était assez impressionnant à voir à cet âge-là, 18 ans. Là. J'étais comme ouf. C'est sûr que c'était the next one ou proche. Là, avec sa carrière. Ouais. As-tu eu l'occasion de rencontrer peut-être des joueurs de l'équipe? Là? C'était juste le camp là, des. Non, c'est ça. Avec Tampa Bay, au final, ça a été vraiment juste comme le camp des recrues. Là. Fait que, j'ai quand même vu une couple de gars qui ont fait un bout de chemin avec Tampa Bay aussi. J'étais, mettons, Barberio, ça a été un de mes roommates à un moment donné. Je pense à Michael. C'est quoi son nom? En tout cas, bref, un gars qui a joué pour l'Université du Maine aussi. Ça a donné que, genre, tous mes roommates, finalement, mes co-chambreurs, ça a tous été des gars qui ont joué au moins de game Tampa Bay. J'étais comme, OK, c'est le fun. Après ça, j'ai pas signé avec eux autres, mais l'année d'après, mon année 20 ans, finalement, même si je m'étais blessé, je me suis fait inviter par Vancouver. Puis là, j'étais allé au camp. Là. Fait que j'ai joué des matchs hors concours contre Edmonton. Puis, ouais, on a joué un match hors concours contre Edmonton, c'est ça, exact. Dans le temps des j'ai pas fait long feu, mais j'étais là. Dans le temps des Sedin? Ouais, c'est ça, dans le temps des Sedin. Sauf qu'eux, ils étaient pas là. T'avais Luongo qui pratiquait sur une autre glace. T'avais justement un Sedin qui était même pas à Vancouver encore. OK. C'est ça. Il y avait juste Burroughs qui était là, puis il y avait une coupe. Ben, juste Burroughs, c'était quand même Burroughs. C'est ça, excuse-moi, Burroughs. Non, mais c'est ça. Il y avait une coupe de boys, mais c'était des gars du show, mais c'était pas comme leur actual main camp. Là. Ouais. Puis quand tu t'étais fait, juste pour revenir vite au repêchage, t'avais-tu eu la chance d'être présent sur place pendant le repêchage? Ouais, c'est ça. Mon agent m'avait me conseillé d'aller, conseiller à ma famille d'être là, puis tout. C'était à Columbus, Ohio. Là.
Puis, c'est ça. À la base, j'étais listé un peu dans la 5e ronde, je pense, fin de 5e, peu importe. Fait qu'il disait, tu sais, t'as quand même. Puis lui, de son côté, il avait parlé à des équipes. Moi aussi, j'avais eu des entrevues. Fait que, tu sais, il m'a dit, tant qu'à ça, on va y aller. Puis, tu sais, je te promets rien. Puis, je suis allé justement avec cette mentalité-là, qu'il n'y avait rien de. Il n'y avait rien de sûr. Puis, finalement, ben, mon nom est sorti vraiment tard, là. J'étais dans les derniers pics du draft, on commençait à avoir faim, les parents avaient jeté la serviette à un moment donné, puis finalement, mon nom est sorti, puis c'est ça, là, ça a été cool parce que ce qui a été cool au final, c'est que je jouais avec Perron, justement, comme je disais, cette année-là, puis Kevin Marshall aussi, là, qui avait sorti en 2e ronde avec Philly. Ben, les deux étaient là, genre, qui m'attendaient en bas avec leur gilet et tout. Fait que j'ai eu la chance de resserrer la main puis, tu sais, d'avoir des coéquipiers là, sur le plancher comme ça quand tu te fais appeler. Là, c'est vraiment, ça a été un de mes beaux moments, je vous dirais. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu as parlé d'entrevue? Comment ça se passe une entrevue de repêchage pour un prospect qui peut se faire drafter? C'est quoi le genre de questions? Y a-t-il de quoi tu te rappelles des entrevues? Vraiment, la seule question que je me rappelle, là, c'était tu te compares à qui, mettons, dans la Ligue nationale? Puis genre, j'avais juste Pocket, justement, là, qui me disait que je ressemblais un peu à Mark Streit. Hein? Fait que là, j'étais comme... OK. Fait que j'ai sorti ce nom-là, out of nowhere. Genre, OK, je vais dire comme il me dit. Mais sérieux, j'avais... Tu sais, moi, mon joueur préféré, c'était Paul Kariya dans le temps. Puis, tu sais, j'étais un défenseur. Puis, je sais pas, j'avais jamais vraiment analysé ma game, comparé ma game à un défenseur du show. Fait que je savais pas quoi répondre vraiment. J'ai sorti ce nom-là. Genre, puis... c'est un bon offenseur, Mike Streit. C'est ça, exact. Mais tu sais quoi, à ce temps-là, j'avais aucun but scoré, 7 passes. Fait que... Il y a une question de Christopher qui demande avec ton nouveau style, à qui tu te compares, tu pourrais peut-être te comparer maintenant à Paul Kariya. Maintenant, ça? C'est bon. Ouais, je vais me lever la tête un petit peu plus que lui, mettons, là, quand je vais... Mais à qui je me compare aujourd'hui avec mon nouveau style? Eh mon Dieu. Je pourrais pas, honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question-là. Là. Je veux pas faire le comparatif, mais une chose qui est sûre, c'est que, merci Denis, Bobby Orr. Non, ouais, Bobby Orr, ça en est un pas pire, ça, mais ça reste que avec les années, là, s'il y a un gars qui m'a impressionné dans cette ligue-là, puis on parle d'un offenseur, justement, ça a été Sash Puck Luck. Ouais. Sash, sérieux, c'était quand même next level à avoir joué là, comme défenseur qui se promène sur la bleue puis qui il fait des petits coast-to-coast avec son 6 pieds 4, 238 livres. Fait que c'est ça. Non, j'ai pas de comparatif vraiment. Par la suite, tu as pris le chemin, tu es revenu dans ton patelin et tu as été à l'Université Acadia. Oui, c'est ça. J'étais allé en Nouvelle-Écosse. Dans le fond, c'était à peu près 30-40 minutes de route de Halifax. OK. Acadia, c'est ça, c'est une petite université. Là, c'est à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. C'est le genre de ville universitaire que quand tu vas là l'été, tu penses que c'est mort, qu'il y a personne habite là, qu'il se passe absolument rien. Mais aussitôt que l'université recommence, tous les étudiants à travers le monde reviennent, là, ça saute à peut-être un 10, 12, peut-être 15 000 de plus là, dans une vraiment petite ville. Là. Fait que, il y a de l'activité puis ça. Puis ça a été vraiment des beaux moments, ça. Ça a été une belle expérience. J'ai fait 3 ans là-bas. J'avais Jonathan Laberge, justement, québécois, là, qui était là-bas. J'ai eu Nicolas Chouinard aussi, à un moment donné, qui est venu, avec qui j'avais joué au Cabreton, qui est venu me rejoindre 1 an. Puis c'est ça, là, c'était vraiment cool de me dire, tu sais, comme j'ai étudié en anglais, j'avais tout le temps voulu étudier en anglais, là, premièrement. Fait que ça, c'était l'expérience que je voulais. Puis mon choix, j'étais mitigé un petit peu entre aller dans la coast ou ben non, jouer universitaire. Puis finalement, je me dis j'aurais dû aller en Europe. Mais
Fait que, non, c'est ça. L'université, ceux qui ne connaissent pas vraiment le calibre universitaire canadien, là, surtout dans les maritimes, c'est quand même du gros calibre. Puis, puis tu fais face à UNB tout le temps en plus, fait que ils te ramènent sur terre assez souvent. Ouais. T'avais-tu regardé peut-être pour aller vers UNB ou c'est parce que c'est francophone là-bas? Ouais, c'est ça. Puis en plus, justement, UNB, j'avais joué avec McDougall au Cap-Breton, le fils du coach de UNB, finalement, Taylor McDougall. Puis, il me disait, quand tu vas... il dit, toi, t'as une carrière de hockey. À chaque fois qu'il venait me voir jouer, il me parlait tout le temps, toi, t'as une carrière de hockey, toi, tu vas jouer au hockey. Quand j'ai fini mon stage junior, j'ai envoyé un courriel, j'ai dit, hey, je veux jouer à UNB. Là, il est comme, ouais, on a 9 défenseurs sur notre roster déjà. Bon, on va regarder c'est quoi la prochaine option. Et finalement, ça, j'ai opté pour Acadia, même si Moncton, c'était mon deuxième choix. Là. Moncton, c'est un peu comme ma deuxième ville, finalement, d'adoption. J'ai habité là quand même plusieurs années. Fait que, non, c'est ça. Finalement, j'ai opté pour cette expérience-là en Nouvelle-Écosse, puis je ne regrette pas. Tu étudiais en anglais, c'est pour être prof d'anglais, c'est quoi? Non, pas en tout. J'étais en admin là-bas, puis j'avais pas. C'est un peu pour ça que j'ai dit tantôt à la blague, là, je me dis j'aurais dû aller en Europe parce que à 21 ans, là, je te dirais que j'étais plus en mode hockey, still the dream, puis laisse faire un petit peu les études. J'étais pas mindé pour les études encore, mais j'étais pas encore conscient de ça à ce moment-là. Fait que j'étais allé passer un good time en Nouvelle-Écosse avec des gars de l'Ontario puis de l'Ouest. Fait que ça t'aurait pas tenté après. Ça a coûté cher, mais ça a été des beaux souvenirs pareils. Ça t'aurait pas tenté après au lieu de jouer pour Optimus Lamec, peut-être en Europe? Ouais, non, c'est ça. Je pense que j'ai eu un petit creux là, après. J'aimais trop les bonnes choses de la vie, fait que j'avais des chums de mon coin de pays qui m'ont dit viens-t'en, on va se faire du fun dans le senior 2A, façon de parler. Fait que j'étais allé avec eux autres justement jouer là-bas, puis on a fini par gagner un championnat aussi. Ça a été des beaux souvenirs. Puis de là, c'est là que j'ai appris que honnêtement, là, la Ligue nord-américaine, quand que je jouais universitaire, je jouais junior, j'avais aucune idée que ça existait. Là. Okay. Pas en tout ça existait. C'est là que tu as appris que ça existait? C'était pendant que tu jouais dans le Senior 2A? Ouais, exact. Dans les Maritimes, j'ai joué avec un gars qui s'appelle Dominique Noël. OK, puis, ouais. Lui, il avait joué justement à Rivière-du-Loup dans le temps. Là, lui puis Billy Bezo, excuse-moi. Ouais. Puis, c'est ça, les deux m'en ont parlé un peu. Dom m'a donné des contacts justement avec Denis Dumont puis Jeff Béliveau. Puis c'est ça. De là, j'ai décidé de venir essayer le produit. C'est toi qui es quasiment allé plus vers eux que eux qui sont venus vers toi parce que habituellement, les recruteurs dans l'Union américaine peuvent être assez voraces là, dans le sens que tu sais, un gars du Québec maritime qui a été drafté dans le show en plus, tu sais, qui vient de finir son université. Habituellement, c'est le genre de gars, tu sais, que les équipes vont essayer de contacter pas mal. Avant que toi, tu ailles vers eux autres, tu n'avais pas vraiment eu de contact? Non, du tout. Puis je pense pas, je pense même pas que j'étais repêché ou quoi que ce soit rendu là. Peut-être que je l'étais au final, là, je sais pas. Là, c'est peut-être à revoir. Selon Elite Prospect. Ouais, ils ont-tu ça, draft LNH là-dessus? Ouais, ils ont les drafts LNH là-dessus. OK, je savais même pas. Ouais, c'est ça, mais c'est moi qui est venu de l'avant avec ça. Puis je me suis dit, justement, j'habitais à Moncton dans ce temps-là. Là. Je faisais un beau 6 heures de route pour me rendre à Rivière-du-Loup. Puis ça, c'est juste le vendredi soir. Là. Samedi, après ça, va jouer sur la route, arrive tard le matin. Je te dirais que c'est ça. À un moment donné, c'est peut-être ça qui a fait en sorte aussi que j'ai décidé de me rapprocher. Là. Si j'ai décidé de continuer à jouer dans cette ligue-là, je me dis, bon, ben, avec le travail, puis je vais peut-être essayer de me rapprocher, justement. Puis c'est ce
une chose mène à l'autre. Il y a Denis Arsenault dans le chat qui demande est-ce que tu te souviens de ta première game à Rivière-du-Loup? Et si je me souviens de la première game à Rivière-du-Loup, mon Dieu, c'est un bon souvenir, ça. Ma première game à Rivière-du-Loup, ça, non, je pourrais pas me souvenir de ça. Mais je me souviendrai tout le temps, par exemple, quand mes chums sont venus voir, quand mes chums du newbie ont monté avec moi, venaient voir une game, puis c'était leur première game à eux, là, que eux voyaient de cette ligue-là. Je te dis, leur premier commentaire, c'était, puis on s'entend, on parle de ça, on parle de 9 ans, quasiment 9 ans passés. Là. Ouais. La Ligue avait pas mal la Ligue a pas mal changé depuis. Ouais, il y avait plus de. Ouais. Je vois un peu où tu vas en venir. T'es là, hey Wardo, il dit t'es un malade, man. Je sais pas comment tu gagnes ici, mais c'est sûr que tu gagnes pas assez, là. Il avait-tu pogné une game qui avait été si peu que ça? Ah oui, justement, là, t'avais Gaby Rock, Mick Morrow, c'était qui? C'était Croteau était là dans le temps, tu t'en avais une couple, là. Puis tu sais, j'étais joué sur le 3e pairing, puis on faisait un match-up, justement, parce qu'on était à la maison. Fait que je jouais contre la 3, l'autre bord, ça veut dire que j'avais des gars qui... Il y avait un scrum, à chaque sifflet, il y avait un scrum en avant du but, c'était 2-3 taloches dans la face, fait que... Ah non, je te dis... Mais ça fait une couple de joueurs qui, de ce genre d'histoire qui nous disent, ou des gars qui disent « Ah, viens essayer, tu vas voir, c'est pas si pire que ça, c'est pas qu'est-ce que tu penses? » Même, il y avait un joueur, je pense qu'il nous avait dit qu'il avait eu ça, mais la bagarre générale, dans le fond, cette game-là. Puis là, fait que là, il dit « On aurait pu penser que finalement, ben là, il va se faire. » Mais c'est un joueur qui, je ne sais plus c'est qui exactement, mais il était encore dans la ligue. Genre, quelqu'un a dit viens essayer, puis il y a eu une bagarre générale. Mais c'était, je pense que c'était Samuel Laberge à Sorel, je pense. Il y avait eu, tu sais, les gars, tu sais, quand tu arrives, c'est pas si pire que ça. Puis tu sais, c'était quand même plus récent, en 2019. Puis tu sais, c'est comme, c'est pas si pire que ça, nanana. Puis là, il y avait une bataille générale à genre première game de l'année, mais en tout cas, c'était plus ça pour dire, c'est le genre d'histoire qu'on entend souvent, ça semble. Dans le temps, honnêtement, c'était 6-7 fois par année, là, minimum. Là. Mais je pense que c'est pire pour quelqu'un, parce que, mettons, un jeune qui aurait connu la Ligue comme milieu des années 2000, qui arrive genre en 2015, peut-être qu'il va faire comme, OK, c'est moins pire que je m'attendais, mais quelqu'un qui connaisse pas la Ligue du tout, qui arrive comme dans ce temps-là, peut-être que lui va faire OK, c'est ah ouais, tes années, tu tombes le bord assez vite. Ouais. Ben, t'as quand même aimé ton expérience, j'imagine, parce que t'es encore là aujourd'hui. Les 2-3 taloches d'en face à chaque coup de sifflet, ça t'a pas aigri quoi que ce soit? Non, écoute, j'aimais, mais je pense que justement, j'aimais ce genre de style de game-là dans le temps. Là. Comme je te disais, là, je suis rentré dans la ligue, j'avais encore un petit peu mon style défensif. Là. Je jouais sur un 3e pairing où j'étais 4-5e def, mettons, puis j'acceptais ce rôle-là. Je jouais sur le piqué, je bloquais des shots. Je n'haïssais pas ce rôle-là dans le temps, mais c'est sûr que l'avoir connu à un moment donné, puis on est content de voir aussi, je pense que oui, il y a encore les combats, il y a une certaine robustesse qui est là, puis je pense qu'il faut que ça demeure aussi. Là. Mais que justement, là, il y a des choses qui n'avaient pas place, qui n'avaient plus lieu d'être, puis quand même content, honnêtement, que ça change un peu. Là. Ouais, parlant de choses qui n'ont plus lieu d'être, le commentaire de Denis Arsenault, là. La game qui parle, en tout cas, tu me diras si tu veux en parler ou pas, mais la game qui parle, c'était une game à Laval, dans le fond, là, c'est un peu des affaires un peu infamous, si on veut, qui est arrivé, là, mais tu avais été impliqué dans un... je sais pas si tu t'en rappelles, là, ou si tu veux en parler, ou si tu veux pas, c'est correct. Là, mais, ouais, ben écoute, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais oui, justement, je vais tout le temps avoir des souvenirs de ce fameux match-là. Là. Mon cou et mon dos s'en souviennent très bien, justement. Mais oui, c'est sûr que c'était la première game à Frank Meilleur, ça. OK?
Ouais, il nous l'avait déjà compté. Mais ouais. Ouais, c'est ça, à Laval, mais c'est ça, c'est la game que je me fais revirer de bord, ça, là. Ouais, le DDT. Là, Ouais, c'est ça. Charlie Dubé. Le DDT, ouais. On en a, tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, on en a ri, là, mais tu sais, sur le moment, ça a été quand même assez tough, puis tu sais, c'était le genre de choses, justement, c'était le genre de situation à cette époque-là qui pouvait arriver. Tu sais, qu'aujourd'hui, ce serait vraiment, tu sais, un scandale. Dans ce temps-là, c'était comme, OK, ben écoute, tu t'es habillé, t'es embarqué sur la glace, t'as signé ton nom sur la feuille, fait que sois prêt à toute éventualité, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est comme je te dis, écoute, c'était une chose de plus qui est arrivée. Heureusement, ça n'a pas été si grave que ça. Mais. Ça t'a-tu fait remettre en question un peu le fait que tu jouais dans cette ligue-là? Non, je pense que ça m'a peut-être juste. Je sais pas, c'était peut-être juste un wake-up call, là. Prends rien pour aucun moment du match pour acquis, là. Lève ta tête, puis prépare-toi, là. Parce que, justement, mais tu sais, ça a été quand même une grosse année aussi pour nous autres, cette année-là. C'était des beaux souvenirs pareils, là. Fait que. Exact, on peut bifurquer vers le positif. Là, c'est quoi de plus joyeux, un petit peu, là? C'est l'année que vous... non, mais ce qui est plate avec cette situation-là, cette vidéo-là, c'est qu'après ça, tu sais, mettons, je travaille dans une école secondaire en plus. Ah, ouais. Fait que, tous les kids à l'école, c'était genre, hey Mike, j'ai vu, on a tous vu le vidéo, vous vu le vidéo, genre de même, mais tu sais, je me disais, j'aimerais tellement, tu sais, j'aimerais ça que le focus soit justement sur des beaux moments, des highlights, des beaux buts, des passes, un beau jeu, tu sais. Mais écoute, c'était ça. Ouais, tu leur montreras ton match de 2 buts, 2 passes. Ouais, c'est ça. Je vais leur montrer ça maintenant, mais tu sais, si on bifurque justement vers le positif, c'est l'année que vous avez gagné la Coupe quand même, cette année-là. Que tu as pu un peu prendre, si on veut, ta revanche sur Laval en les éliminant en série aussi. Ça a dû faire du bien, ça. Parle-nous un peu là, de la run de série, puis qu'est-ce qui t'a marqué justement de cette run de série-là? Y a-t-il des moments en particulier, puis de comment un peu c'était dans la chambre avec les boys de réussir à faire un parcours comme ça? Ben, c'est sûr que ça a été, justement, c'était quand même exceptionnel là, c'est juste notre run que il y a eu une couple de matchs en supplémentaire à travers ça. Surtout la finale. Là, la finale, c'était quand même quelque chose de faire le comeback, là, d'aller chercher le 6e match là, en overtime sur la route, se faire garocher des bières dessus aussi après la game. C'est sûr que les partisans n'étaient pas trop contents, mais de voir dans un calibre senior une saison au complet. Je l'avais vécu au complet cette année-là, avec tous les matchs de série, de voir les sacrifices que les gars font, de voir comment que c'est tough en tabarnage de se rendre jusqu'au bout, mais que les gars buy-in jusqu'à la fin, puis que ça jouait blessé, puis justement, un de mes plus beaux souvenirs, ça a peut-être été ça, finalement, un gars comme Frank Trudel, là, qui était, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, je pense, genre sa jambe, il y avait quelque chose de déplacé ou de brisé ou de cassé dans sa jambe, là, mais genre, il décide, OK, la marche, je me mets un knee brace, il est là à boire du 5 hour avant la game, à jumper sur une jambe, en train de s'habiller dans le vestiaire game 7. Il dit, c'est sûr que je m'habille quand même. Je pense qu'il a fait un shift dans la game juste pour dire qu'il était présent. Hein. Mais juste de voir comme l'ambiance, il y avait tellement de caractère dans cette chambre-là que c'était ça, un gars comme Sam Lévesque, justement. Là, ça a de la vie, ça allume tout le monde. C'était sûr que ça allait être quelque chose de magique. Toute la ville de Rivière-du-Loup, honnêtement, en parle encore aujourd'hui de cette année-là, puis notre run, puis tout. Fait que, sérieux, on se le souhaite, mais on sait en même temps que c'est pas facile. Là, les clubs partout s'améliorent, puis la compétition est quand même assez robuste. Là. Je t'avais demandé une petite anecdote là, pendant que tu attendais dans la salle d'attente. Tu as une petite anecdote là, sur la conquête de ce championnat-là? Si bol. Mettons dans la victoire et dans le festoiement, peut-être. Là. Dans le festoiement, je te dirais, ben,
C'est sûr. Puis en plus, je pense que en 2 ans, c'était la première fois que mes parents descendaient justement, venaient voir un match. Là. Ils avaient entendu parler, ils savaient comment ça se passait ça et là. Je ne sais pas s'ils se tenaient à l'écart de ça, mais non, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont. C'est le premier match qu'ils venaient voir, c'est le match numéro 7 à Rivière-du-Loup, finalement. Fait que ça a été c'était vraiment cool, mais mon plus beau grosse anecdote de ça, je pense que c'est. En fait, il y a genre 2 moments. Il y en a un qui est un petit peu émotionnel, là, si tu veux, avec Chad Lacasse, qui est un de mes collègues justement à l'école dans le sport-études qui jouait, mais lui s'était fracturé le ministre, je pense, cette année-là. Genre 2 mois et demi avant les séries. Puis c'est arrivé à Jonquière, fait que il est retourné en autobus avec la jambe bien droite. En passant dans le parc, dans une tempête de neige, mettons, on revient, il faut qu'il se rende à l'hôpital, il manque d'ouvrage puis tout. Là. Fait que, lui, il n'avait pas été capable de jouer les séries, puis il avait quand même une grosse année cette année-là. Fait que quand on a gagné, juste de se pogner les bras, tu savais comment c'est un peu, là. On le voit à la télé que les gars qui gagnent une coupe, peu importe, de se serrer, puis les larmes coulent, puis c'est un moment émotif. Ça a été un de mes beaux moments avec Charlie aussi, là, Charlie Dubé, que vous avez vu des commentaires tantôt, puis Denis aussi, en fait, là, Denis qui est prof de sciences à l'école secondaire, justement, que c'est notre statisticien avec les 3L, qui nous suit tout le temps sur la route, c'est lui qui prend les stats, mais il est tout le temps fier à chaque année de montrer à chacune de ses classes les photos de l'année qu'on a gagné la coupe, tous les moments qu'il a vécu avec les 3L. Fait que, Charlie, Denis, Chad, tous ces gars-là de la région, c'était spécial de gagner ça avec eux autres. Mais voir Sam Lévesque, par exemple, en chess, avec ses culottes, ses pads, ses patins dans la douche avec la coupe de même, tout qu'une pièce. C'était un pas pire moment là, avec son beau tanning en plus. Là. Non, Sam, honnêtement, c'est une légende à Rivière-du-Loup. Là. C'est une légende à travers la ligue, là, mais c'est une légende dans la région aussi. Fait que c'est cool ça a été cool de pouvoir vivre ça avec lui aussi. Là. Petit commentaire de François Paradis qui dit Lacasse, ça a été son seul block shot de l'année, mais c'était son coéquipier Touloupov qui a lancé. Écoute, c'est vrai. C'est vrai parce que, justement, c'est vrai dans les 2 cas. Excuse, Chad, c'est vrai dans les 2 cas. C'était un joueur offensif, le Chad, mais Touloupov, qui était supposé être notre gros défenseur russe qui avait joué dans le KHL en plus, finalement, est arrivé, puis ça a été plus ou moins son affaire. Fait que son highlight de son temps à Rivière-du-Loup, ça a pas mal été ça. Quand c'est la jambe du meilleur pointeur de l'équipe. Ouch. C'était un agent double démarqué. Ouais, c'est ça. Si on s'en vient un petit peu plus là, vers... tu as vécu là, 2016 le championnat, tu parlais là, de la transition de ce qu'il y a aujourd'hui, un peu le changement d'alignement, le changement de garde, on va dire depuis 2 ans. Je pense qu'on est sur la bonne pente là, du côté des 3L, là, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de la manière que le vestiaire a changé à travers le temps? Oui, c'est sûr que il y a eu du changement pas mal dans les dernières années. Je pense qu'il y a eu des vétérans aussi qui voulaient se rapprocher de la maison. Puis, après des différentes années, là, après plusieurs années, excuse-moi, c'est juste normal aussi, c'est comprenable. C'est pas facile pour ces gars-là. Puis, quand tu viens de la région de Montréal, mettons, là, ou des environs, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus attrayant de, justement, là, un Sorel ou un Laval ou autre, là, mais en tout cas, il y a des bons joueurs, des bons vétérans qui passent à Rivière-du-Loup. On a d'autres, on a un noyau qui s'est formé quand même avec qu'est-ce qu'on a maintenant, Marcotte, les Saint-Cyr, là, on vient justement de rajouter un Tristan Pomerleau, un gars de la place, un vétéran. Tu as 2 gros défenseurs aussi à la ligne bleue avec ça, Crévier-Morin, puis Gagnon, Boivin, que je connaissais pas, qui est honnêtement est incroyable là, comme personnalité, ce gars-là. Il amène la vie dans une chambre comme ça n'a pas de bon sens. Puis
tu sais, t'as tout plein de. On a quand même pas mal de jeunes joueurs là, dans notre équipe cette année, on ne sera pas de cachette. Mais tu sais, dans cette ligue-là, les gars de 23, 24 ans, ils sortent quand même avec un baggage pareil. Il n'y a pas personne qui arrive de nulle part. C'est pas comme du junior, mettons. Fait que c'est sûr que les jeunes ont de l'expérience quand même. Fait que non, c'est ça. Avec Rick puis Fabien aussi comme coach, on commence à je te dirais, le monde commence à buy-in. C'est ça, exact. Fait que, c'est ça. On commence à se replacer. Je te dirais qu'on a eu des creux cette année. Les stats en parlent d'eux-mêmes. Mais on était sur une petite streak dernièrement, justement. Puis c'est ça, là. C'est comme chaque équipe, faut buy-in dans le système, faut faire les petits détails. Puis c'est un petit peu ça, la Ligue nord-américaine aussi. C'est tough, là, c'est tough pour tout le monde de faire les petits détails que personne n'aime faire au final, mais c'est ça le hockey aussi. Là, si tu veux avoir du succès, faut que tu payes le prix, faut que tu back-check, faut que tu chip out, faut que tu bloques des shots, faut que tu fasses ces choses-là. Mais c'est ça. On n'est pas. C'est ça qui nous différencie aussi de d'autres ligues, probablement. Là. Le fait que, justement, on n'est pas là à temps plein puis qu'on pratique pas à tous les jours, mais qu'on n'est pas in à tous les jours, ben c'est ça, des fois, ça prend un match là, avant de retrouver son beat, trouver son tempo pour la deuxième game. Mais c'est ça. Est-ce que après continuer si on va dans le positif, on ne se le cachera pas, les 2 dernières années, peut-être 3, en fait, avant le COVID, ça allait quand même pas super perdu, mais mettons les 2 dernières années, ça a été difficile. Mais là, cette année, on voit que justement, l'équipe a quand même des meilleurs résultats. Sûr que vous êtes 4e, mais je veux dire, toutes les équipes dans la Ligue jouent au-dessus de 500, fait que ça compte pas, là. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu le vois que l'engouement puis que il y a quelque chose qui commence à se recréer à Rivière-du-Loup? Les foules ont augmenté quand même un peu l'année dernière, mais là, cette année, ça continue d'augmenter. On commence à retrouver la moyenne de 1200 à chaque match un peu en montant. Est-ce que toi, en tant que gars qui est là depuis tant d'années puis qui a connu le haut puis le creux de vague, puis là, ça commence à remonter, est-ce que tu le sens, ça, ou comment est-ce que tu vois ça? Ouais, ben, tu sais, puis c'est justement, là, j'habite ici aussi, là, fait que, tu sais, j'en entends parler beaucoup aussi dans la ville. Je pense que premièrement, tu sais, les boys, ils ont compris que Rivière-du-Loup, tu sais, c'est tout le temps des must-win, ces games-là, la façon de parler. On a quand même, on veut quand même donner un bon show, puis on veut être un bon produit aussi, là. Fait que les derniers matchs qu'on a joués à la maison, je pense qu'on a eu des résultats qu'on voulait aussi. Fait que c'est ça, le monde voit qu'est-ce qu'on a comme talent, puis on a du talent aussi. On a quand même le meilleur scoreur dans la ligue actuellement dans le line-up. Fait que Danny, mon vieux Danny qui voyageait avec moi, LC Boctou, la réserve de LC Boctou, shout out. Puis c'est ça, on a quand même beaucoup de talent, honnêtement, dans ce line-up-là. Fait que, un soir, quand les choses cliquent, c'est vraiment, même moi, là, je serais pas dans le line-up. Ma carrière serait finie et je serais bien content là, de payer le ticket, puis de m'asseoir puis de voir un bon show. Là. Tu disais que tu habites maintenant à Rivière-du-Loup. Tu es pas mal incrusté dans la communauté. Tu travailles également là, pour l'école secondaire de Rivière-du-Loup comme entraîneur. Oui, c'est ça, exact. Je travaille, je suis coach dans du M18. Fait que je coach les jeunes d'âge midget. Ça fait maintenant, je pense, presque 6 ans là, que je suis là comme coach dans le programme sport-études, là, finalement. Là. Fait que tous les matins, on est en hockey ou non en hors-glace avec eux. Puis, d'une certaine façon, je pense que c'est ça qui m'aide aussi à garder une certaine longévité, si tu veux, dans ma carrière semi-professionnelle. Parce que je suis quand même sur la glace assez souvent avec eux autres, puis je me maintiens quand même là. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Puis eux autres, les boys du programme, en général, ils aiment bien ça, voir ce calibre de jeu-là.
c'est un petit peu pour ça, des fois, je suis content que ça a changé, que ça soit que c'est rendu un petit peu moins robuste que ça l'était. Là. Ouais, ça, c'est quand les jeunes viennent te montrer des vidéos ou. Ouais, c'est ça. Exact. Mais tu fais ça à temps plein? Je fais ça à temps plein, ouais, c'est ça, exact. Puis je suis aussi je suis directeur technique pour le hockey mineur de Rivière-du-Loup. Fait que je pense que ce que j'avais mentionné à David, là, c'est que le soir, là, les mardis soirs puis les jeudis soirs de semaine, là, je viens donner un coup de main à la ville, puis le hockey mineur. À travers ça, ben écoute, je travaille aussi à l'école secondaire, là, j'aide un peu comme un technicien en loisir aussi. Fait que je donne un coup de main un petit peu partout si tu veux. Puis tant qu'à parler de ma vie, ben j'avais dit à mon académie de hockey que j'allais les représenter à soir. Fait que grosse mention, Jean-François Béliveau, Mike Mickler, coach adjoint avec les Tigres de Victoriaville. Ma conjointe Vanessa Element, on a parti à une académie de hockey l'année passée. Fait que ça a pris aussi de l'ampleur à Rivière-du-Loup. Fait qu'on essaie de justement donner des bons services aux jeunes de la communauté. Félicitations. Merci. Entrepreneur en même temps, ça veut dire. Ouais, quand on trouve le temps. Quand on trouve le temps, c'est sûr que les fins de semaine avec le coaching puis les matchs, ben c'est ça. On essaie de se reposer aussi à travers ça. Et j'avais vu que c'était dans un reportage que c'était ton ancien coéquipier, Chad Lacasse, là, que tu avais initié un petit peu. Pourquoi tu n'irais pas le coaching, ça t'intéresse-tu, tout ça? Oui, absolument. Chad était là. Chad, ça fait 10 ans, je pense, qu'il est à l'école secondaire comme coach, justement. Là, maintenant, il a repris les rênes du programme. C'est lui qui est rendu responsable du programme-là, mais il m'a un peu incité à venir coacher là-bas avec lui il y a 6 ans. Puis j'ai pogné le goût, trouvé une passion, puis on est dedans à temps plein tous les deux depuis ce temps-là. Vous avez déjà gagné, je pense, des championnats, ça se peut-tu? Si on a gagné des championnats dans le coaching. J'ai trouvé ça ici. Là, ouais, ça c'est l'année passée. C'était pas mon équipe, là. C'est pas l'équipe que je coachais, mais il y a plusieurs de ces jeunes-là, justement, qui sont rendus avec moi dans l'M18. Là. Ça, c'était leur année M15. Ouais, c'est un beau programme. J'arrête pas de leur dire à chaque fois à quel point ils ont de la chance. Maintenant, c'est rendu gros au Québec. Là. Au Nouveau-Brunswick, ça commence un petit peu à se développer, les programmes sport-études. Mais au Québec, je te dirais qu'avec la RSEQ, là, il y en a dans pas mal toutes les régions. Puis c'est malade là, de se dire, j'imagine à 12-13 ans, là, avoir 3 pratiques les matins par semaine, faire des entraînements hors glace, ou non, faire du multisport. Puis en plus, avoir une période de moins par jour pour faire ça. Je sais que le territoire, là, quand même, du Bas-Saint-Laurent, là, avec les Albatros, il y a quand même des joueurs même, qui viennent de la Gaspésie. Y a-t-il des joueurs là, qui viennent de l'extérieur, là, qui viennent à votre école aussi? Ouais, on a une couple qui viennent on a un qui vient de Rimouski. On a des jeunes qui viennent un petit peu plus du Témis, je te dirais, du Kamouraska, là, mais je te dirais que ça reste quand même un peu sur notre territoire. Le territoire du 3 est un petit peu plus élargi que le nôtre. Là. Mais non, c'est ça. C'est sûr que le service est offert là-bas aussi. Tu as une école à Amqui, tu en as un autre à Rimouski, tu en as à Cabano. Fait que t'es sûr qu'on est moins attrayant que le 3A rendu là parce que justement, c'est l'élite. Là. Mais c'est ça. C'est un peu ça qui est. D'autres, c'est notre nerf de la guerre, finalement. C'est ça. Là, on offre du hockey scolaire, tu as du 3 juste ici. Fait qu'on se bat tout le temps. On ne cherche pas à justement là, empêcher aucun jeune d'aller jouer dans du hockey 3 parce que justement, il va avoir la visibilité puis s'il souhaite continuer. Mais on a quand même un bon produit ici, là, puis on est capable quand même de les développer là, certainement jusqu'à un certain niveau. Là. Good. Je sais pas, Dave, si tu avais d'autres questions, sinon j'ai arrêté avec les petites photos. Ouais, on peut y aller avec les photos.
Donc, ce que j'ai trouvé. T'en as parlé un peu en début d'entrevue, là, ton championnat avec les Winston, que tu avais David Perron comme coéquipier. Ouais. C'est à quel moment, ça? Ça, c'est son party de la Coupe Memorial. C'était au lac Memphis Magog. D'accord. La Coupe Stanley, excuse-moi. T'avais été invité. Ouais, c'est ça, exact. Ben, en fait, tu sais, je veux pas être le gars, je jouerais pas au gars qui se dit être best chum avec. Là. Je suis pas. Moi et David, on n'est pas best chum, mais il a invité toute l'équipe, en fait, de cette année-là, de Lewiston, à aller à son party de la Coupe Stanley, au lac Memphis Magog. Fait que, il a invité tout le monde, payer les chambres d'hôtel et tout. Fait que ça a été. C'était dur à refuser, mettons. C'était une fois dans une vie, là. Fait que j'ai dit à ma blonde, viens-t'en, on y va. Nice. Cette petite photo-là. Ça, c'est sur le lac. Est-ce que tu es un fan de pêche? Un peu. Je viens d'un coin de pêcheur, fait que je pense que c'est un petit peu naturel, là. C'est dans les gènes un peu, mais ouais, ça c'était. Je faisais pas grand pêche ce lac-là, par exemple. Il y avait cette photo-là qui était sur ton Facebook également. Et tu avais écrit que tu t'ennuyais. Ouais, là, ça c'est l'aréna à Lewiston, justement. Yes. C'est l'entrée du Andrew Scogging Coliseum. Et il y avait quelqu'un, pour cette histoire dans les commentaires, je pense qu'il avait écrit que le parking était toujours vide sur la photo. On remonte un peu dans les années, je pense. Là. Ouais, Francis Meilleur. Une game du Canadien. Ouais, l'autre qui regardait croche de même, c'était Ashton Bernard. Je pense qu'il a déjà joué dans la North à un moment donné. Ouais. Lui, as-tu des nouvelles de lui? Je sais qu'il y avait eu il a fallu qu'il arrête de jouer parce qu'il y avait eu un accident. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un grave accident. Là. Finalement, il s'en est remis. Lui, en fait, les pêcheurs de homards là, dans le coin du Cap-Breton. Là. OK, ouais. C'est cool. Ça. Ouais. Ça doit être le fun, ça. Pêcher au homard. Ça, c'est cette année. En novembre, on est allé à Moncton dans un tournoi, justement, puis on est allé voir les Wildcats jouer un match. Fait que ça, c'est toute mon équipe de hockey. Là. Nice. Faites-vous de temps en temps, justement, des petites team building comme ça? Ouais. On s'en fait tout plein des petits team building de même. Des petites games de Moncton, des petites games de bowling, puis des affaires. Ouais, on est allé lancer des haches, justement, ce tournoi-là, un axe throwing room. C'était quand même cool. Le vieux coach avait la touch. Toujours bon, ça, quand on montrer aux jeunes c'est qui le boss. Ah, c'est ça. Photo ici d'équipe, parfois c'est cette année. Cette année, c'est vrai. Il y a Tristan Pomerleau aussi. Ouais, Tristan, il me donne un coup de main sur la glace les matins aussi avec le hockey. Là. Et dernière photo ici sur comme funambule sur un fil de fer. Ça, c'est ce que j'aime faire l'été. Du slackline. Ah ouais? Ouais, j'adore faire ça, honnêtement. Je m'installe souvent dans des parcs. Puis, je fais un peu d'équilibre. Comme la corde sur les arbres. Ouais. C'est ça. Exact. Ça, faut être agile pour faire ça. Ouais, ben écoute, il y en a qui font des backflips et tout. Je suis pas rendu là, mais. Good. Mais ouais. Un jour. C'était mes photos. Donc, rien de trop compromettant. Mais quand même, ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Ouais, merci. Merci d'avoir évité de montrer ceux-là. Donc, Dave, peut-être y aller avec les petites questions à rafale. Yes, donc pour finir, là, petite question à rafale. Tu dis là, la première chose là, qui te vient en tête là, pour répondre aux questions. Donc, ton premier souvenir de hockey, première fois que tu aurais mis des patins là, ou jouer avec un bâton, là, c'est quoi? Un cowboy qui fait du patin artistique. Ah ouais?
Ça, c'était... Quand tu étais jeune, tu étais Quand j'avais, je pense, 4 ans. 4 ans. Ma soeur faisait du patin artistique, fait que moi aussi, je me suis joint à elle. Bon, numéro 20 là, que tu as avec les 3L depuis un petit bout, là, est-ce que tu as une raison pourquoi tu portes le numéro 20 ou est-ce que tu as un autre numéro fétiche? Non, non, moi, je te dirais que c'était le 10, puis j'ai jamais eu la chance de l'avoir. C'était Marc-Olivier Damon qui l'avait. Après ça, Novosad a ramassé ça, je pense. Puis, fait que le 20, ça veut rien dire pour moi. Ton idole au hockey, c'est Paul Carrier ou il y en aurait un autre? Paul Carrier, mais j'ai tout le temps idolisé un peu un de mes amis aussi, Luc Bourdon, là, qui est décédé à 22 ans. Là. Ouais. Quand on parlait d'un défenseur, finalement, tu regardes qui comme def, là, ben, c'est un peu lui que je regardais là, au final. Là. Fait que, Luc, ouais. Parfait. Est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? Oui, Kobe Bryant. Mm. Kobe Bryant. J'ai tout le temps été un gars de basket autant que j'étais un gars de hockey. Là. Finalement, j'étais un fan de Kobe Bryant, mais j'étais un gars des Spurs, San Antonio Spurs. Nice. Fait que Tony Parker aussi. Nice, c'est bon. Puis, quand il jouait contre, tu prenais pour qui? Ah, Kobe. J'étais un gars de Kobe, ouais. C'est bon. T'as-tu une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Ben, honnêtement, là, sérieux, si les gars étaient dans le chat right now, ils diraient Wardo, genre, je pense que ça en est rendu drôle, là, parce que c'est sûr, avec le coaching, ça m'arrive tellement là, d'arriver dernière minute, limite d'être en retard. Là, j'ai déjà manqué des warm-up. Là. Mais honnêtement, ma routine, c'est d'essayer de ne pas avoir de routine, je pense. Juste de jamais faire la même chose, puis juste prendre soin de mon corps un petit peu. Là. C'est juste m'étirer, me stretcher, mais je fais jamais la même chose. Jamais. Ton Café. Ouais, je bois du café. Ton coéquipier le plus drôle à Rivière-du-Loup? Ah, c'est bon. Beach, Boivin, t'es assis à côté de moi dans la chambre en plus, puis sérieux, c'est un personnage. Il nous imitait la fille l'autre jour dans la vanette en descendant de Thetford. Là. Sérieux, j'avais des larmes aux yeux. Là. Ouais. C'est une belle addition cette année à la chambre, ça, Boivin. Ouais, vraiment. Le meilleur joueur avec qui tu as joué, selon toi? C'est bol. Probablement David, là. David Perron, Jonathan Bernier, j'imagine, c'est des professionnels à leur jeune âge. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? J'imagine. Ouais, écoute, gagner la coupe, là, c'est sûr, mais c'est comme je t'ai expliqué de ce moment-là, c'était la première fois que mes parents venaient à Rivière-du-Loup, puis me voir jouer un match, puis c'était un match numéro 7. Fait que, avec une coupe. C'est sûr que ça peut pas être autre chose que ça, malheureusement. Hollywoodien. C'est ça. Ton repas préféré? Oh mon Dieu. Ma blonde adore-tu, là? OK. Non, écoute, repas préféré, je te dirais, c'est des bonnes pâtes, là, mais tu sais, pâtes bien faites, là. J'ai un petit penchant pour canard confit. En tout cas. Dans les pâtes ou. Dans les pâtes, ouais. Un mélange de pâtes avec du canard confit dedans. Une recette à ta blonde ou. Ouais, écoute, je ne rentrais pas dans les détails de ça appartient à qui cette recette-là. Je vais faire pour écrire des chicanes. C'est bon. Ton film préféré là, ou série télé? Mon film préféré, c'est Braveheart. Braveheart, un classique. Ouais, cœur brave, cœur vaillant. Ouais. Avec Mel Gibson. C'est bon. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Mon Dieu. J'aimerais aller voir MGK, Machine Gun Kelly. Ah ouais? Ouais. Un show qui fait du rap ou un show qui fait du... ou les deux? Ça me dérangerait pas, mais je sais pas, il fait-tu juste un ou l'autre ou fait-tu je sais pas s'il fait s'il mixe les deux au show.
S'ils mixent les deux, ça ferait mon affaire. C'est bon. Parfait. Fait que sinon, pour terminer, un petit. Il y a un commentaire de Christopher qui disait que c'était pas Dominique Savoie, le meilleur joueur avec qui t'as joué. Dominique Savoie, un ancien épervier. Ben oui, c'était un ancien roommate à Lewiston aussi. Là. Donc, c'est bon. Donc, en finissant, un petit mot pour les fans. Là, gros match qui s'en vient vendredi à Rivière-du-Loup contre Thetford Mines. En plus, qui vous ont battu la semaine dernière. Donc, j'imagine vous voulez vous reprendre en plus devant les fans. Probablement encore une belle foule. Donc, ça avait un petit mot là, pour le match de vendredi. Oui, venez voir ça, la gang. Venez en grand. Puis, honnêtement, on les a étudiés. On a appris nos erreurs, je pense, là-bas. Fait que on sait que ça va être un bon match. Yes. Yes. Tenez-vous là pour dire l'assurance. Yes, sir. Yes, merci, Mike, d'être venu sur le balado ce soir. Ça a été très intéressant. Un beau parcours. En plus, un gars qui a adopté Rivière-du-Loup. Ouais, c'est possible. Ben, merci à vous autres, les boys. Et c'est le fun de continuer votre travail. C'est le fun d'avoir cette visibilité-là dans la ligue, tout. Puis que, justement, là, vous nous permettez d'avoir un petit peu de spotlight là, par moment, puis de parler de ces moments-là, genre, justement. C'est cool. Keep it up. Yes. Merci, c'est gentil. Puis, moi, si j'avais je vais donner un conseil. Là. Continue de faire des highlight reel goals, puis ça va... Tu vas faire baisser les autres vidéos qu'on veut moins. Là. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est good. Good. Right. Donc, en te souhaitant une bonne fin de saison, un bon match le vendredi, bonne fin de saison également à ton équipe Étoile. Ben, merci. Merci beaucoup. Salut Mike. Bonne soirée. Yes, donc Michael Ward d'Étoile de Rivière-du-Loup, l'offenseur. Ouais. Donc, si on a une infographie à faire pour passer le message que ce soit l'offenseur. Ouais. Il apporte bien son nom cette année, 18 points en 15 rencontres. Donc, je ne sais pas combien de matchs il peut jouer là, jusqu'à la fin de la saison, mais mettons qu'il pourrait se rendre à 25 matchs et plus d'ici la fin de la saison. On pourrait certainement être nominé là, comme des temps défenseurs de l'année cette saison. Il connaît toute une saison, les trois. Yes. Donc, voilà. Est-ce qu'on y allait avec parler un peu des matchs du dernier week-end? Oui, c'est ça. Donc, parler un peu des matchs du week-end, exactement. Alors, et voilà. Yeah. Alors, un week-end de 4 matchs, donc un petit week-end, ça a commencé le jeudi soir dernier à Laval, là, les pétroliers qui recevaient les éperviers. Donc, ça a été un match. Il faut dire que les pétroliers étaient privés là, de gros éléments. On n'avait pas les deux premiers gardiens. Donc, c'est Éric Brassard qui a obtenu son premier départ avec l'équipe. Yann Sauvé était absent aussi. Joël Caron à l'attaque. Donc, on était... Disons que du côté des éperviers, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas se permettre de manquer, là, avoir la chance d'affronter les pétroliers là, qui manquaient beaucoup d'éléments comme ça. Je pense qu'on a un peu profité de notre chance. Ça a fait du bien pour l'attaque à Sorel-Tracy que ça débloque un peu. Du côté de Laval, je pense qu'il y a eu un petit relâchement en deuxième période. Il y a eu disons, situations où l'arbitrage peut-être laissait à désirer, puis ça nous a sorti de notre game. C'est sûr que on peut dire que c'est un peu comment ça arrive, ces choses-là. Par contre, c'est sûr que c'est plate à dire, mais c'est quelque chose que toutes les équipes vont vivre un peu un moment ou un autre pendant une saison, des games que l'arbitrage ne tombe pas trop pour nous autres, donc il ne faut pas s'en laisser distraire trop. Mais je pense que les éperviers, là, on a capitalisé, on a marqué 3 buts, disons, rapides en deuxième période. Ça a un peu mis le match hors de portée. Donc, je pense que ça fait du bien pour les éperviers. Puis sinon, pour les pétroliers, c'est seulement un week-end de seulement un match, donc c'est quand même facile, je pense, à effacer, là, puis à regarder
Garder par en avant, comme on dit, là, on a un gros match vendredi face au Cool FM là, qui s'en vient là, à la maison pour se reprendre. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose rapidement. Je voulais noter également là, que je pense que c'est toi, David, que tu as reçu là, entraîneur-chef là, des Éperviers qu'on n'avait pas vu beaucoup depuis le début de l'année. Ouais. J'étais heureux d'entendre Christian Deschaines ouais, il y a une entrevue à ton avec micro. Là. Il était très satisfait de la victoire. Je pense que il disait en entrevue là, que Laval s'était un petit peu amusé avec eux lors des dernières parties, donc il était heureux là, d'avoir pu avoir cette victoire-là. Ouais, ben jeudi dernier, au moment du match, les 2 derniers matchs locaux des Éperviers, c'était contre les Pétroliers, puis disons que ça n'avait pas très bien été, donc ça a dû faire un petit baume un peu pour les Éperviers, là, de pouvoir un peu rendre la monnaie de leur pièce au domicile de Laval, j'imagine. Là. Donc, J'étais content également là, de pouvoir marquer 5 buts, que l'attaque se réveille un petit peu. Disait là, que de cette façon-là, ça donnait peut-être plus de facilité aux gardiens de pouvoir gérer leur match. Ben, ce qui arrive aussi, c'est que ce qui est dommage pour les Éperviers, c'est que avec Philippe Desrosiers devant les filets, on est dans de tous les matchs, mais quelque chose que Philippe Desrosiers n'a pas encore eu la chance d'avoir cette saison, puis que les Éperviers n'ont pas encore eu la chance d'exploiter, c'est d'avoir Philippe Desrosiers, pas pour nous garder dans le match, mais pour closer le match, parce que les Éperviers ont rarement une avance dans un match cette saison de plus d'un but. Donc, c'est pas quelque chose que les Éperviers ont pu bénéficier d'avoir un gardien de la trempe à Philippe Desrosiers dans les buts, mais avec une avance que dès qu'on arrive, mettons, à 2 buts d'avance, 3 buts d'avance, il peut vraiment closer le match, que le match soit fini. C'est pas quelque chose qu'on a eu la chance d'avoir encore. Donc, de l'avoir eu jeudi dernier, je pense que ça a fait du bien. Puis je pense que d'avoir un gardien comme ça aussi, outre le fait d'être dans tous les matchs, c'est aussi de l'exploiter dans le sens que quand on prend une avance, on peut permettre à notre gardien de prendre le contrôle du match. Je pense que c'est quelque chose que justement Deschaines mentionnait là, dans l'entrevue. Donc, second match. Oui, vas-y. Dans le fond, jeudi, c'était l'autre match, c'était le Cool FM contre les Marquis de Jonquière. Ouais. Exact. Donc, un match là, un petit peu qui a fait un match en 2 temps, disons. La première moitié du match, le Cool FM a dominé, surtout la première période. On prend les devants 4-1. C'est le match du 1000e point à Kevin Coutier. Il y a une belle foule. Tout ça, on est un peu transporté, ça va bien. Puis petit à petit, les Marquis n'ont jamais abandonné. Donc, on réussit là, tranquillement, pas vite, à faire leur retour dans le match. Pierre-Cédric Labrie là, également, qui a marqué son premier but dans la Ligue nord-américaine. Puis, finalement, on a réussi à égaliser la rencontre là, je pense que c'était quelques minutes de la fin. Là. Donc, puis amener ça en prolongation. Donc, chapeau quand même aux Marquis qui n'ont jamais abandonné. On a eu en plus une pénalité en fin de 3e période alors qu'il restait comme 4 minutes, je pense, en perdant par un but. C'est le genre de truc qui peut couper les jambes un peu là, en fin de match. On a réussi à tuer la pénalité puis ensuite marquer le but égalisateur. Donc, chapeau aux Marquis là, qui ont jamais abandonné. Finalement, le Cool FM, au grand plaisir de leurs partisans, ont réussi là, à aller chercher la victoire en prolongation là, sur un but de Charles Tremblay, la recrue du mois de décembre. Mais quand même, chapeau Marquis de jamais avoir abandonné. Ça aurait été facile, surtout dans une place comme à Saint-Georges, que le Cool FM est très dominant à la maison. Tu perds 4-1, c'est un jeudi soir. Ça aurait été très facile de dire, bon, ben, on se reprendra la prochaine fois. Mais les Marquis là, qui ont jamais lâché puis qui ont réussi à revenir. On est dans le match, au moins, aller arracher un point à Saint-Georges. Petit complément d'information pour toi, Dave, et pour les gens qui nous écoutent. On m'avait glissé à l'oreille là, du côté de la Ligue, là, du statisticien de la Ligue, qu'avec Pierre-Cédric Labrie dans l'alignement, là, ça faisait donc 4 joueurs là, dans un alignement, dans une saison, là, des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. Et ça se n'était pas produit depuis la saison 2004-2005, le Radio X de Québec, là, donc qui avait eu plus que 4 joueurs.
Ouais, donc on parle d'Alexandre Picard, Patrick Bordelot, Donald Brashear, j'imagine, et Pierre-Cédric Labrie. Exactement. Donc, quand même, c'est un bel alignement quand on lit les noms. Parlant de Patrick Bordelot aussi, comme tout un combat dans ce match-là, là, ça a fait le tour un peu des réseaux sociaux, ce combat-là, face à Dave Hamel. Donc, voilà pour le match jeudi. Vendredi, le Cool FM et les Éperviers là, avaient rendez-vous à Sorel-Tracy. Ça a été un bon match de hockey. En fait, je dirais que ça a été un bon match de hockey pour les gens qui aiment le hockey défensif parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques, les deux équipes. Pas beaucoup de tirs non plus. 26-22, je pense. Ouais, 26-22, je pense, les tirs. Donc, mais ça a été c'est pas parce que c'était un mauvais match de hockey, c'était un bon match, mais on se laissait pas un pouce sur la glace. Comme un jeu d'échecs. Exact. Un jeu de dames. On complétait nos mises en échec des deux côtés. Vraiment, je pense que ça paraît là, que les Éperviers puis le Cool FM, là, ça fait longtemps qu'on s'affronte ça fait souvent qu'on s'affronte dans les dernières années. Souvent dans la Ligue nord-américaine, on connaît tout le temps des joueurs des autres équipes. Des fois, c'est ton ancien chum, tu arrives dans le coin, tu veux peut-être le ménager un peu. Je trouve que quand ces deux équipes-là, tout le monde finit leur mise en échec. C'est pas difficile de se motiver pour finir notre mise en échec, si je peux dire ça comme ça, entre ces deux équipes-là. Puis, non, ça a donné quand même un bon match défensif, toutefois. Puis, comme je pense que c'est la 4e fois cette saison qu'un match entre le Cool et les Éperviers se finissent en tir de barrage. Malheureusement pour les Éperviers, encore une fois, ouais, ça serait, honnêtement, ça serait le fun. Là. Je pense que ça serait une série vraiment intense. Je pense que tous les matchs se finiraient 1-0 ou 2-1 s'il fallait que les deux équipes s'affrontent en série. Ça serait un style de hockey comme un peu on a vu dans les derniers matchs entre les deux équipes. Mais je pense que c'est ça. Du côté des Éperviers, je ne sais pas s'il faut pratiquer les tirs de barrage dans les pratiques ou, je ne sais pas, trouver une façon, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est rendu mental à ce stade-ci parce qu'il y a tellement eu de matchs en tir de barrage à Sorel cette saison, puis on dirait qu'à chaque fois, c'est difficile d'aller marquer un but. Philippe Desrosiers fait qu'est-ce qu'il peut, mais il n'est pas parfait. Là, donc, il a perdu 5 fois en tir de barrage. Exact. Donc, du côté des Éperviers. Donc, un bon match défensif entre les deux équipes. Puis, le dernier match, là, l'Assurantia Rivière-du-Loup. Donc, 7-2 pour l'Assurantia. Je pense que c'était un match un petit peu en sens unique, là, surtout en fin de deuxième période. Là, il y a deux buts coup sur coup là, qui ont un peu coupé les reins des 3L. Par contre, parole de Michael Ward, les 3L ont eu la chance de bien étudier l'Assurantia. Ils vont pouvoir s'en reprendre vendredi. Puis du côté de l'Assurantia, c'est quand même une belle prestation à avoir quand on considère qu'il manque quand même plusieurs éléments là, à l'alignement, dont Alexandre Goulet qui était absent, Christophe Lausier aussi qui était absent. Donc, d'avoir là, ces certains joueurs-là là, qui manquaient à l'alignement, je pense que c'est quand même le fun de voir l'équipe sortir fort là, quand ils ont des joueurs importants. On va parler de Maxime Lecourt, là, qui était dans les étoiles de la semaine, quand Alexandre Tremblay, 2 buts également dans ce match. Oui, Alexandre Tremblay, très bien fait. Donc, peut-être que c'est un vétéran, là, maintenant âgé de 44 ans, des fois, ça prend peut-être plus de temps à starter la machine, entre guillemets, comme on dit. Avait 0 points à ses 6 premiers matchs cette saison, mais maintenant, il est rendu à 9 points à ses 10 derniers. Donc, c'est quand même bien repris depuis. Là. Je pense que un peu à l'image de l'Assurantia, en fait. C'était un peu le début de saison de l'équipe en général. Là. Donc, ouais, Alexandre Tremblay, là, qui connaît du succès par les temps qui courent, là, un des bons vétérans dans la Ligue. Yes. Donc, des matchs, si on regarde là, le classement, toujours une fois, c'est très serré. Ça s'est même rapproché parce que les pétroliers ont perdu. Donc, ça veut dire que premier rang pétrolier à 30 points. L'Assurantia, deuxième rang avec 28. Donc, on est seulement à 2 points.
Cool FM à 27, donc 3 points. Donc, le match de vendredi à Laval, c'est Cool FM, ça venait. Puis, on a le même match de jouer. Donc, si le Cool FM remporte ce match-là, un match de 4 points, comme on dit, là, on va s'approcher à 1 point seulement de la tête et des Pétroliers. Les Éperviers, là, à 25 points, non loin derrière également. Rivière-du-Loup, 24 points. Donc, eux autres aussi là, sont tout près derrière. Puis, les Marquis qui jouent pour plus de 500, qui sont quand même derniers dans la ligue avec 22 points, ont un match en moins que toutes les équipes, même 2 ou 3, là, dépendamment des équipes. Donc, quand même là, un peu de temps pour se rattraper. Mais c'est quand même drôle qu'à ce stade de la saison, on est rendu à la mi-janvier. Toutes les équipes ont joué au moins 21-22 matchs. Là, on est quasiment rendu aux 2 tiers de la saison. Puis toutes les équipes jouent pour 500. Ça n'a aucun sens. On n'arrêtait pas de dire à chaque fin de semaine l'année dernière à quel point le classement était serré et qu'il y avait de la parité. Mais cette année, c'est encore pire. Au moins, c'est le fun pour les fans. Toutes les équipes, malgré la position au classement, toutes les équipes sont dans le coup quand même. Et je pense que cette année, avec le retour du format des séries où est-ce que il y a la série de rattrapage, le 6e rang, c'est quand même très, très important de ne pas finir 6e si on veut avoir une chance de se reprendre si on perd en première ronde. Donc, ça va quand même être une très, très grosse bataille d'ici la fin de la saison pour être sûr de ne pas terminer 6e quand toutes les équipes, pratiquement, ont techniquement encore une chance de finir 6e à ce stade-ci de la saison. Donc, je pense que ça va être intéressant à suivre, sauf à mesure que la saison va continuer. Le sprint final vers les séries va être intéressant. Exact. Exact. Un peu comme dans une course cycliste, là, on a encore là, le peloton de tête là, qui est dans le fond, toutes les équipes de la Ligue qui sont dans le même peloton. En fait, il n'y a personne qui sait ça, il n'y a personne qui s'est échappé. Exact. Il y avait Laval un petit peu, mais ils sont en train de rejoindre le peloton. Donc, c'est bon. Alors, cette semaine, 3 matchs, là, tous vendredi. Donc, ça va être un vendredi chargé. Après ça, on pourra se reposer samedi, dimanche. Mais les Éperviers vont être à Jonquière. Premier match de Pierre-Cédric Labrie là, au Palais des Sports. L'Assurance Thetford à Rivière-du-Loup. Donc, Rivière-du-Loup qui vont se reprendre devant leurs partisans. Encore, on espère, une belle foule là-bas. Puis le Cool FM contre les Pétroliers à Laval. Ça aussi, ça risque d'être tout un match là, quand on connaît les implications du classement maintenant là, entre les deux équipes. Donc, ça va être tout un vendredi de hockey en fin de semaine. Yes. Et puis, good. Donc, pour terminer, un tout petit quiz vite, avant de terminer là, le premier de l'année. Donc, encore une fois, là, inspiré là, de Michael Ward, notre invité cette semaine. Donc, Michael Ward fut repêché au 2e tour, quand même un haut choix repêchage, dans le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, 22e au total par les Maniacs de Lewiston, comme on a parlé, en 2006. Le premier choix au total du repêchage de 2006 dans la Ligue junior majeure du Québec joue présentement dans la Ligue nord-américaine. Qui est-il? Donc, un choix first overall pick dans la LHJMQ en 2006. Un joueur de la Ligue nord-américaine en ce moment, c'est qui? Donc, un joueur dans les mêmes ranges d'âge, là, si on veut, que Michael Ward. Bonne question. Michael Ward est né en 89. Je pense que oui. Puis, c'est un joueur qui a atteint la Ligue nationale, qui a été repêché dans la Ligue nationale, qui a atteint la Ligue nationale. Non, pas d'Yannick Paquette, pas Yannick Tiffu. Yannick Tiffu repêché un petit peu avant 2006. Ouais, non, en 84, Yannick Tiffu. Paquette, je pense, c'est 88. Ouais, Paquette, non, on pense que c'est 89, 90, Paquette, je pense. 90, ouais. Donc, pas Picard, lui, c'était 2000. Non, 85, là, Picard. Ouais, Picard, t'es un petit peu plus vieux. 1980. Non, je peux donner, là, donne pas de réponse, Seb, mais si je peux donner un autre indice, c'est un invité qu'on a eu sur le podcast cette semaine.
Non, moi, je le sais, c'est qui. Ouais. On va attendre encore quelques secondes s'il y en a qui veulent s'essayer. Puis... Tu vas te donner un indice. Ah, vas-y, c'est un bon indice. Un défenseur. Ouais. Amel, non. Non. Amel avait été c'est un joueur, un undrafted. Denis Arsenault qui dit Heinz. Non, c'est un défenseur. Un défenseur, oui. Grand défenseur. L'autre qui dit Coder Gagnon. Non, c'est un pas mauvais guess. On l'a eu sur le podcast cette saison aussi. Donc, ouais. Il faut revenir plus loin au premier épisode de la saison. Donc, tu peux le dire, Sébastien. Avec un joueur qui joue actuellement avec les Pétroliers de Laval. Exact. Donc, du nom de... Est-ce que tu veux le dire ou... J'essaie de voir là, en donnant un autre indice si le monde va peut-être l'écrire. Mais c'est Yann Sauvé. C'est ça? Exact. Ouais. Exact. Donc, Yann Sauvé qui... exact. Donc, Chris Lamar l'avait eu. Jean-Michel Poulin aussi à la dernière seconde l'avait eu. Donc, Yann Sauvé là, qui avait été le tout premier choix au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec en 2006. Donc, l'année de repêchage de Michael Ward. Donc, on a connu une bonne saison N18 l'année auparavant avec les Patriotes de Châteauguay qui avaient gagné la Coupe là, également. La première année d'existence de l'équipe en plus. Allez, on passe d'expansion qui gagne une coupe. C'est assez rare. Oui, passer avec un bang. Là, quand on regarde là, le draft là, de la Ligue, c'est sûr que dans tous les drafts de Ligue junior majeure du Québec, là, il va y avoir plein de joueurs de la Ligue nord-américaine, mais pour celui, là, par exemple, qui avait dit Danick Paquette là, dans les réponses, il avait été repêché 11e au total par les Maniacs. Donc, c'était le premier choix des Maniacs. Je pense que Michael en avait glissé un mot dans le podcast. Sinon, d'un ancien des 4e overall, ça avait été Chris Doyle qui a joué un peu là, avec les pétroliers, là, les prédateurs de Laval à l'époque. Sinon, en fait, je pense que c'est Michael Ward qui m'a induit en erreur pour Danick Paquette parce qu'il a dit qu'il est arrivé l'année avant moi, mais c'était l'année après que. Ouais, peut-être. Ouais. Il avait dit ça. Ouais. Mais sinon, quand on regarde, Dave Labrec à Thetford Mines avait été repêché en première ronde cette année-là. Le premier choix de la deuxième ronde, c'était Tommy Tremblay là, qui est à Sorel-Tracy. Donc, quand même, là, plusieurs. Ashton Bernard qui avait été repêché en deuxième ronde qui a été mentionné aussi dans le podcast. Puis un autre joueur qui a été mentionné dans le podcast quand on parlait des plateaux, Gabriel Lemieux, était également un choix de deuxième ronde là, de ce repêchage-là. Donc, toujours le fun de s'amuser. Là. Il y a tout le temps plein de joueurs là, de la Ligue nord-américaine. Là, voir quand est-ce qu'ils ont été repêchés. Puis c'est quand même aussi pour donner des fleurs à la Ligue, là, quand même, quand on regarde les repêchages là, des ligues juniors, quand on est un choix de première ronde d'une des grandes ligues juniors au Canada, c'est parce qu'on est quand même tout un prospect là, à une certaine époque. Donc, qu'il y en ait beaucoup qui se retrouvent dans la Ligue nord-américaine, c'est toujours le fun à aller regarder. Yes, ça montre le calibre de la Ligue. Mais... Exact. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui met fin au podcast cette semaine. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Michael Ward là, d'être venu nous rendre visite. Puis, je vais te laisser le mot de la fin. Yes, merci. Merci les gens qui nous ont écoutés. Notre invité Michael Ward a été très généreux avec nous. Et comme a dit Denis, là, soyez prudents au retour. Il neige ici, c'est pas beau sur les routes. Donc, faites attention à vous au retour à la maison. Yes, au revoir. Dernier, vite, petit shout-out, parce que j'ai vu que Chris Lamar et Christopher, là, les deux ont commenté pas mal ce soir. Là. Eux aussi qui ont lancé leur podcast, là, Hockey Senior sans tabou. Je pense que cette semaine recevait Marc-Éric Bourque et Yannick Tiffu, notre ancien
co-animateurs de nos débuts Ouais. sur le podcast. Donc, des Je invités pense intéressants. je pense que c'est demain l'enregistrement, puis plus tard, on va OK, ouais, ils vont ouais. sortir plus tard. Donc c'est pour les fans de la Ligue là, qui en mangent et qui en ont jamais assez. Là. Donc, un autre bon podcast pour vous à écouter. Sur ce, bonne soirée, mesdames et messieurs, et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.